Alors, il m'a été demandé pour cette journée de travailler sur les acquis de l'éducation physique dans le cadre de cette intégration de 1980. Alors, pour s'interroger sur ce qu'il convient d'appeler des acquis, eh bien, je vais tenter de le faire en historien, c'est-à-dire que je vais essayer de rapporter les décisions ou les réalisations post-1980 à ce qui a été exprimé auparavant, dans la période précédente, par le petit monde de l'éducation physique, c'est-à-dire les ambitions, les souhaits, les revendications qui ont pu être formulées pour permettre de poser, non pas un jugement, mais une appréciation sur ces réalisations et ces décisions qui ont été échafaudées à partir de 1980. Et je vais le faire également en qualité de politologue, en rapportant également ces réalisations à un certain nombre d'enjeux politiques, puisque c'est également ma spécialité. Alors, ça va m'amener à cette méthodologie, à repérer un certain nombre d'acquis, effectivement, au sens positif du terme, mais ça va m'amener aussi, en fonction des opportunités qui ont été offertes et puis des possibilités de les satisfaire qui se sont présentées, à relever un certain nombre d'opportunités plus ou moins manquées, en ce qu'elles ne permettent pas de déboucher sur des réalisations qui auraient pu correspondre à des acquis au sens où je l'ai défini tout à l'heure. Alors je crois qu'on tombera assez vite tous d'accord pour dire que l'un des moteurs de l'histoire de la corporation, si ce n'est le moteur, c'est la quête inlassable de reconnaissance que mène la corporation des enseignants d'éducation physique pour pouvoir obtenir une reconnaissance d'une utilité sociale et d'une spécificité professionnelle qui permettent de la distinguer clairement des autres intervenants du champ des activités physiques et sportives. Et cette quête de reconnaissance se traduit souvent par la recherche d'une reconnaissance scolaire au sens où l'on aimerait être considéré, les enseignants d'éducation physique avaient en 1981 la volonté d'être considérés comme des enseignants comme les autres, avec les mêmes particularités, les mêmes atouts, si je puis dire, et une absence de particularisme qui les distingue de leurs collègues des autres matières. Alors, c'est précisément cette logique, cette recherche de mise en conformité qui va être au cœur de la stratégie des deux responsables qui vont mener à partir de 1980 et essentiellement jusqu'en 1984 cette stratégie d'intégration, cette politique d'intégration. Et ces deux responsables, je veux parler bien sûr de Daniel Perrot, qui est le conseiller d'Alain Savary et qui est dans l'ombre une sorte de ministre de l'éducation physique, et puis son alter ego administratif, c'est-à-dire Gérard Pagès, le chef du service de l'éducation physique qui a été créé pour la circonstance, à titre provisoire, pour pouvoir intégrer la discipline d'éducation physique dans les rouages gestionnaires de l'éducation nationale. Eh bien, ces deux hommes ont eu un raisonnement extrêmement simple. Pour que la greffe de l'éducation physique à l'éducation nationale prenne, et surtout pour qu'elle prenne de façon durable, eh bien il faut rendre la discipline éducation physique et ses enseignants tout à fait semblables aux autres matières, pour que le jeu politique ne remette pas en cause cette intégration à l'éducation nationale. Il faut absolument que l'on justifie de la présence de l'éducation physique dans ce ministère. Et c'est cette stratégie qui va être menée avec plus ou moins de succès, et ce succès, je vais essayer de le décliner maintenant entre des acquis qui ne paraissent pas se discuter, incontestablement tout à fait positifs, et des réalisations qui m'apparaissent comme plus ou moins achevées et qui peuvent mériter donc des jugements moins positifs. Alors, les acquis d'abord. En quelques mois, entre 1980 et disons 1983, on va assister à une rafale de décisions qui vont avoir tendance
à gommer tous les particularismes dévalorisants de l'éducation physique et à doter la discipline de tout ce qu'elle n'a pas et que possèdent les autres matières. On va ainsi voir successivement la création, évidemment je ne cite pas ça par ordre chronologique, mais je vous fais un paquet groupé, la création d'un groupe EPS au sein de l'inspection générale, la création d'un groupe d'inspecteurs pédagogiques régionaux, la création d'une agrégation, les deux choses étant liées, on a créé une agrégation pour avoir des inspecteurs pédagogiques régionaux qui soient identiques à ceux des autres matières, l'introduction évidemment de l'éducation physique dans le premier groupe des épreuves du baccalauréat, et puis également une décision tout à fait importante, c'est la suppression du recrutement des professeurs adjoints, c'est-à-dire la suppression de ce qui constituait quand même, depuis Vichy, sinistre précédent, une sorte de boulet dévalorisant que la discipline d'éducation physique traînait à ses pieds. Comment justifier de la corporation d'un corps de certifiés lorsque des gens formés plus rapidement, sans avoir les diplômes du baccalauréat, par exemple au début, pouvaient faire exactement le même métier. Difficile d'obtenir une reconnaissance à l'égal des certifiés des autres disciplines dans ces conditions-là. Enfin, tous les points que je viens de citer jusqu'à maintenant me paraissent donc des acquis incontestables. Il en reste un dernier qui me pose un petit peu plus de problèmes, parce qu'on arrive là à une appréciation qui peut prêter à discussion. On est dans une zone un petit peu plus floue, et je veux parler de la création d'un cursus universitaire complet. Jusqu'en 1981, le cursus STAPS était verrouillé au stade de la licence, et les pouvoirs publics refusaient d'aller au-delà de ce niveau universitaire, justifiant ce refus par le fait qu'il n'y avait pas dans les UER de PS une recherche digne de ce nom qui s'était mise en place, et que donc on ne pouvait pas, sur ce vide de la recherche en STAPS, habiliter évidemment des maîtrises et encore moins des DEA et des doctorats. Alors, la décision a été prise très rapidement par Daniel Perrault de déverrouiller le cursus STAPS pour faire de l'éducation physique une discipline tout à fait comparable aux autres disciplines. Habiliter seulement un DEA et un doctorat, seulement 7 maîtrises, pour essayer de créer un petit corps de chercheurs sur lequel on pourrait prendre appui pour ensuite développer plus largement le cursus universitaire dans ce domaine de la recherche. Malheureusement, l'auteur de cette stratégie n'est pas resté plus longtemps que l'année 1984 aux responsabilités, puisqu'il a disparu en même temps qu'Alain Savary quand celui-ci a donné sa démission. Et ensuite, le développement du cursus STAPS a échappé à ce raisonnement prudent. Il s'est développé très rapidement, et le jeu corporatif a fait que son développement a été mal contrôlé. Il en résulte, me semble-t-il, une certaine fragilité de la recherche en STAPS, et puis surtout, et ça a été évoqué plusieurs fois ce matin, cette recherche en STAPS a, me semble-t-il, assez largement oublié l'objet pour lequel elle avait été au départ un peu pensée, c'est-à-dire elle a oublié d'irriguer la réflexion conceptuelle sur l'éducation physique. Cette maison fait un peu figure de contre-exemple, mais dans beaucoup d'endroits, dans les UFR STAPS, l'éducation physique est souvent purement et simplement oubliée au profit de recherches sur des disciplines qui ne justifiaient pas de la création d'une nouvelle section universitaire. On pourrait très bien faire de l'histoire ailleurs qu'en STAPS, comme on peut faire de la sociologie ailleurs qu'en STAPS, comme on peut faire de la recherche en physiologie ailleurs qu'en STAPS. Il n'était pas nécessaire de créer une discipline universitaire. Donc on voit bien que là déjà, la réalisation est certes un acquis, mais un acquis qui a été sans doute assez mal exploité.
De la même façon, on pourrait avoir un jugement un peu balancé sur une autre décision qui a été prise immédiatement, c'est-à-dire, je parle en 81, le rétablissement de la 3e heure du forfait de l'association sportive. Alors, vu évidemment du point de vue du sport scolaire, ce rétablissement de la 3e heure que le plan Soissons avait supprimé est absolument un acquis incontestable que le syndicat national de l'éducation physique a d'ailleurs permis d'obtenir. Mais si l'on adopte un autre angle de vision, on peut s'interroger en se demandant si ça n'est pas quelque part une victoire à la Pyrrhus. Parce que ce rétablissement de la 3e heure d'AS a été extrêmement coûteux en termes de moyens budgétaires et il a sans doute empêché l'éducation physique, je parle au niveau de ses horaires d'enseignement, de profiter de la relance keynésienne que le gouvernement Mauroy a opérée en 1982. Les moyens qui ont été alloués à ce moment-là à la discipline et qui auraient peut-être permis de desserrer l'étau des 3 et des 2 heures dans l'enseignement secondaire, horaires sur lesquels Joseph Comiti avait ramené l'éducation physique, eh bien cet étau n'a pu être desserré parce que la quasi-totalité de l'augmentation des moyens budgétaires qui ont été alloués en 1982 à l'éducation physique a été investie dans ce rétablissement de la 3e heure d'AS. Alors donc là, vous voyez, à nouveau, selon l'angle de vue, on peut avoir une appréciation qui peut être amenée à être nuancée. La question du forfait AS, d'ailleurs, peut être évoquée à nouveau en la couplant avec un autre aspect, celui du statut et celui des maxima de service des enseignants d'éducation physique. Dans la logique assimilatrice qui était à l'œuvre, on aurait pu attendre ou s'attendre à ce que le statut des professeurs d'éducation physique soit aligné sur le statut commun des enseignants certifiés du second degré. Et la proposition a d'ailleurs été très rapidement faite. Et là, les représentants de l'éducation physique, les représentants syndicaux se sont opposés à cet alignement sur le statut commun, prenant d'ailleurs le contre-pied du discours qu'ils tenaient quelques mois plus tôt, quand le statut particulier avait été adopté sous l'égide de Jean-Pierre Soissons. Cette particularité, ce particularisme n'a pas été gommé, et vous savez bien qu'aujourd'hui, lors des élections professionnelles, les professeurs certifiés d'éducation physique votent à part des autres professeurs certifiés. Et je disais tout à l'heure que la question de l'AS peut être couplée avec cette question-là, parce que une deuxième fois, l'opportunité s'est présentée d'aligner le statut des enseignants d'éducation physique, et non seulement leur statut, mais aussi leur maxima de service, sur celui des autres professeurs, qu'il s'agisse de professeurs certifiés ou de professeurs agrégés. Dans les années 90, la proposition a été faite extrêmement discrètement par le pouvoir socialiste en place, qui était de ramener les maxima de service des certifiés sur ceux des autres disciplines et les maxima de service des agrégés sur ceux des autres agrégés, c'est-à-dire 15 heures, en contrepartie de quoi il fallait supprimer l'existence du forfait AS. Ce qui ne sous-entendait pas d'ailleurs la disparition du sport scolaire, puisque les pouvoirs publics qui faisaient cette proposition envisageaient de pouvoir continuer à rémunérer l'animation du sport scolaire, mais sous la forme d'heures supplémentaires, et donc laisser le choix aux enseignants de s'investir ou non dans ce sport scolaire, comme d'ailleurs les autres enseignants peuvent être confrontés au même choix lorsqu'ils animent des clubs périscolaires, à divers motifs que ce soit. Donc là encore, on voit bien que ces opportunités n'ont pas été saisies pour des raisons diverses et variées, on y reviendra peut-être plus tard, et qu'il y a là subsistance d'un certain nombre de particularismes. Alors, ce bilan en demi-teinte ne me semble pas devoir foncièrement ternir l'ensemble
de cette intégration institutionnelle dont je viens de brosser les contours. Et pour reprendre une formule célèbre que l'on doit à un responsable politique fameux de la période, je dirais que sur le plan institutionnel, le bilan est très globalement positif, qui voit l'éducation physique être pratiquement mise à parité avec les autres matières en ce qui concerne ces différents atours, et donc les acquis me paraissent tout à fait importants. Alors, cette intégration, ça n'était pas seulement une question institutionnelle, c'était aussi une question conceptuelle. Et dans ce domaine, il me semble que l'appréciation que l'on peut porter est un petit peu moins positive. Pourtant, il me semble qu'en 1981, quand l'éducation physique intègre l'éducation nationale, elle a devant elle, dans le domaine conceptuel, un très grand nombre d'aspects qui sont très positifs. Elle a au moins une double opportunité, j'allais dire même une triple opportunité. La première, c'est la demande institutionnelle de la voir préciser son identité en se démarquant de la simple pratique sportive. Et l'on retombe là sur une aspiration des enseignants d'éducation physique, une aspiration fondamentale, être à même de justifier sa présence dans l'institution scolaire en échappant à la confusion avec les entraîneurs et autres animateurs sportifs. Là, Gérard Pagès, qui est la cheville ouvrière un peu de cette demande, explique à la discipline d'éducation physique et à ses représentants institutionnels qu'il faut absolument se mettre en conformité avec les autres matières en étant à même de décliner les apports de l'éducation physique dans le cursus de l'élève, et que cette démonstration est impérative parce qu'elle doit justifier tous les atouts institutionnels qui ont été concédés à l'éducation physique et qui, sur le plan budgétaire, représentent une facture assez élevée. Deuxième aspect très positif, cette demande est également en phase avec une certaine attente sociale. Dans le corps social et dans la communauté éducative, il y a l'expression à plusieurs reprises d'une attente visant à voir l'éducation physique mieux se démarquer de la simple pratique sportive. Je citerai deux exemples. D'abord celui de Françoise Dolto, qui en 1985 publie un ouvrage qui s'appelle « La cause des enfants », où elle étrille sur quelques pages une éducation physique qu'elle juge abusivement centrée sur la matière sportive et la matière compétitive, et auquel elle reproche de ne pas permettre à une bonne partie de la population des enfants et des adolescents qui subissent ces cours de pouvoir s'épanouir et de pouvoir se construire. Et puis, plus directement en rapport avec une appréciation scolaire, je retiendrai le jugement du Conseil national des programmes lorsque, c'est dommage qu'il soit parti, Alain Ebrard est conduit en 1992 à plancher devant lui pour faire un bilan des travaux qu'il mène au sein du GTD. Eh bien, l'appréciation du Conseil national des programmes me paraît passer de toute ambiguïté lorsque l'on reproche au groupe technique disciplinaire de l'éducation physique de se centrer abusivement sur la matière sportive et d'insuffisamment prendre en compte le développement de la personne ou la question de la maintenance du corps. Donc on voit bien qu'il existe dans la communauté éducative une demande qui est tout à fait claire, visant à dissiper la confusion entre sport et éducation physique. Donc, d'une certaine manière, la quête de reconnaissance, la quête d'identité peut se trouver superposée à la demande de la communauté éducative et à la demande institutionnelle à ce moment précis de l'histoire. Et je disais qu'il y a une troisième opportunité, c'est celle de disposer dans le
petit embryon de recherche qui existe dans le domaine des activités physiques et sportives, de travaux qui offrent quelques possibilités, et je pense en particulier aux travaux de Pierre Parleba, d'aller d'une façon tout à fait claire et scientifiquement fondée vers cette démonstration de la non-confusion entre deux domaines clairement distincts. Faire de l'éducation physique une pédagogie des conduites motrices, ça n'est pas partir sur le néant en 1981. Il existe déjà beaucoup de travaux dont Pierre Parleba a été l'auteur ou l'instigateur. Et cette aventure a une autre possibilité qui lui est offerte, c'est celle de disposer de moyens importants et puis de temps. Alors les moyens, commission verticale, groupe technique disciplinaire, groupe national de pilotage, ils s'expriment de façon différente selon les ministères, selon les sensibilités des ministres, mais il y a toujours la présence donc d'une réflexion institutionnelle qui est à l'œuvre, et puis du temps, puisque l'on accorde par exemple à Claude Pinault un contrat triennal et des moyens financiers tout à fait respectables pour faire progresser cette réflexion conceptuelle et arriver à cette mise en forme scolaire d'une discipline sur le plan conceptuel. Alors, dans le cadre de cette communication, et j'ai déjà sans doute un petit peu épuisé largement mon temps, je ne peux pas revenir sur tous les aspects de ce chantier. Je vais me contenter de braquer le projecteur sur un moment qui me paraît un moment clé. C'est celui de l'audition du groupe technique disciplinaire devant le Conseil supérieur de l'éducation en juillet 1995, lorsqu'est présenté le programme de collège dans la classe de 6e. Ce projet va capoter puisqu'il ne va même pas être examiné en séance dans la mesure où François Bayrou va le retirer de l'ordre du jour à la suite d'une intervention préalable du syndicat des professeurs. Alors, il a été dit à ce moment, une polémique très forte avait placé sur le devant de la scène, que, je pense notamment à l'appréciation de Jacques Roulier, que cette rupture avait été justifiée par le fait que nous étions là devant un cas de figure où il y avait une rupture épistémologique de la réflexion conceptuelle. Je n'ai pas cette analyse des choses, je n'ai pas cette lecture. Je pense, moi, au contraire, que ce texte de 1995 se mettait dans le droit fil de l'évolution de la pensée conceptuelle, le droit fil de l'histoire de cette pensée conceptuelle qui était à l'œuvre depuis les années 60. Alain Hébrard a rappelé ce matin l'importance du texte de 1967 et je suis absolument d'accord avec lui. Ce texte de 1967 avait ouvert une porte qui permettait à l'éducation physique de se démarquer de la simple éducation sportive avec laquelle les instructions de 1962 menaçaient de la confondre. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que dans le discours du responsable politique de l'époque, Maurice Herzog, le terme d'éducation physique et sportive disparaît pratiquement entre 62 et 64. Et Maurice Herzog ne parle plus de PS, il parle d'éducation sportive. Le texte de 67 permet à l'éducation physique de revenir sur le devant de la scène. Il ouvre une porte intéressante dans la mesure où il permet à la discipline de distinguer clairement ses fins de ses moyens. Il invite à dissiper la confusion qui fait que l'éducation physique est devenue une éducation sportive. Et il va plus loin. Il introduit un premier classement, une première classification qui a comme pivot conceptuel le développement de l'enfant. Ce n'est pas le moyen qui sert de dénominateur à ce classement, c'est l'élève, c'est l'enfant. Et là, on se retrouve devant une situation intéressante, c'est-à-dire que l'on a d'un côté
des finalités qui tentent de s'exprimer, et on l'a souligné ce matin, il y a un assez large accord dans la corporation sur les finalités. C'est pas ça qui posera problème dans les années 90. Claude Pinault dira rapidement, par exemple, que les finalités de l'éducation physique, elles ne se discutent même plus. Et puis de l'autre côté, on a les moyens de l'éducation physique. Là, il règne évidemment des différences d'appréciation, de sensibilité, on l'a vu ce matin, entre ceux qui ont tendance à circonscrire un peu les moyens de l'éducation physique à la seule activité sportive et ceux qui ont une acception un peu plus large en disant, comme tous les sociologues le diraient, je pense, sans difficulté, que la matière sportive n'est pas la seule expression de l'activité physique. Il en existe bien d'autres. Et les activités artistiques, la danse, l'expression corporelle, les arts du cirque, les jeux traditionnels peuvent tout à fait prétendre à figurer parmi les contenus de l'éducation physique. Donc il existe là, d'un côté, des finalités, de l'autre côté, des moyens. Manque entre les deux cette articulation que l'éducation physique doit encore trouver. Et il me semble que le chemin qu'elle parcourt à partir de 1967 et qui l'amène jusqu'en 1995 est un chemin où elle s'efforce de creuser ce sillon qui a été amorcé en 1967. Si vous regardez les instructions de 1985 et 1986, elles sont en parfaite cohérence avec celles de 67 en ce sens qu'elles rappellent l'absence de confusion entre les fins et les moyens, qu'elles tentent d'élargir justement le spectre de ces moyens, qu'elles se centrent sur le développement de l'enfant et son équilibre, nous dit-on, et elles introduisent, ni plus ni moins, la perspective justement de faire de l'éducation physique, me semble-t-il, une pédagogie des conduites motrices. Et ce petit pas en avant qui reste à faire, il commence à être fait dans le texte officiel suivant, celui qui est déterminant pour cela, c'est celui du 24 mars 1993 sur l'épreuve d'éducation physique au baccalauréat, qui introduit la notion de domaine d'action motrice. Et d'ailleurs, ce texte, dans un premier temps, ne suscite pas la moindre réaction hostile dans le monde de l'éducation physique. Les choses vont basculer par la suite, on reviendra peut-être dessus, je n'ai pas le temps de développer cela, et on va aboutir avec ce retrait en 1995 d'un texte de programme qui est en droite ligne avec ce cheminement que je viens de brosser trop rapidement. On va aboutir là à une rupture. La rupture, c'est celle qui va consister, me semble-t-il, à revenir à braquer le projecteur non plus sur l'élève et son développement, mais sur la matière sportive qui va redevenir le pivot des programmes du collège qui vont être adaptés pour le collège. Même si l'élève n'est pas absent de ces programmes, bien sûr, ce serait une vision trop caricaturale. Alors, le bilan, et je crois qu'il faut que je conclue, le bilan de cette affaire, c'est que, incontestablement, dans le domaine conceptuel, l'opportunité qui a été offerte à l'éducation physique, les moyens qui lui ont été concédés, Alain Ebrard disait tout à l'heure, la montagne a accouché d'une souris. Je pense qu'effectivement, Pierre Parlebas avait parlé d'un rendez-vous manqué, et j'aurais tendance à souscrire de la même façon une opportunité manquée. Et une opportunité manquée qui n'est pas sans conséquence, parce que l'éducation physique aujourd'hui reste sous la menace de cette confusion avec les activités sportives. Ça a été évoqué aussi un petit peu ce matin. Quand on parle du professeur d'éducation physique, on parle volontiers du prof de sport. Et cette confusion, évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle place toujours l'éducation physique dans une position institutionnelle qui n'est pas aussi assurée que certainement la majorité des professeurs le souhaiteraient. Alors, je pense moins, il a été évoqué ce matin, la menace d'une sortie pour un retour à la jeunesse et au sport. Je ne crois pas que les choses se présentent exactement de la même façon. Je pense que c'est moins une sortie de la sphère scolaire, comme on a pu la redouter dans les années 70, qui menace l'éducation physique, c'est plutôt celle de l'intrusion du monde sportif dans l'enceinte scolaire pour disputer aux enseignants d'éducation physique leur précarité. Je vous remercie de votre attention. Merci.